bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de Neuf. Aujourd'hui, sur le plateau de Quoi de Neuf, je reçois Monsieur Carl Paolo. Bonjour Carl, ça va bien? Bonjour Emmanuel, ça va? En pleine forme? Oui. Oui. Vous avez connu Carl Paolo, en tout cas sur Zouk Télévision, avec nous dans l'émission Le Kiosque. Vous l'avez connu aussi comme animateur lorsqu'il recevait les candidats à l'élection de l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, Carl nous propose un édito. Donc, ça sert à quoi un édito dans une chaîne de télévision, Carl? Alors, un édito donne un point de vue. Un édito, c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit un article d'information, ça donne forcément, il y a une orientation. C'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et ce que j'essaie de faire dans cet édito, c'est d'être un peu le poil à gratter, enfin, de mon point de vue, sur un certain nombre de sujets pour lesquels il y a lieu de se poser des questions. Bien. Et quel que soit le sujet, comme quel tu que dis, soit le sujet, c'est poil à gratter, un voilà. petit peu comme on voit, j'ai envie de parler en France, on a le canard enchaîné, ou bien... Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines personnes se sentent blessées, piquées et veuillent réagir? Alors, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu crains éventuellement qu'on veuille t'emmener Moi, je n'aime pas ce qu'on appelle les attaques ad hominem. Je n'attaque pas, je ne joue pas le joueur. D'accord. Les téléspectateurs et téléspectatrices qui aiment le foot, c'est le ballon qu'on joue, c'est pas le joueur. Donc, je ne joue pas le joueur, je ne m'en prends pas aux gens, aux personnes. Je cite des faits. Alors, deuxièmement, je considère que les téléspectatrices et téléspectateurs sont assez grands pour se faire leur opinion eux-mêmes. Donc, je leur propose des faits. Ils les concluent dans un sens ou dans un autre. Ça les regarde. Oui. Ce n'est pas du prêt-à-penser. Je n'ai pas de... Non, je ne fais pas ça. Je n'aime pas qu'on le fasse pour moi, donc je ne le fais pas aux autres. Lorsque dans la presse on voit, par exemple, ces jours-ci, que Nicolas Sarkozy, après 10 ans d'enquête, va être... enfin, il y a 2 juges femmes qui ont mené ces enquêtes-là, et il sera donc poursuivi, il passera au tribunal. On peut se dire que les journalistes qui ont mené cette enquête-là, est-ce qu'ils avaient quelque chose contre Sarkozy, ou au contraire, ils étaient censés se focaliser sur des vérités, sur des exactitudes, de manière à ce que le public puisse voir si un procès est logique ou pas. Mais est-ce qu'en politique, ce genre de renseignements, ce qu'on entend ces jours-ci sur Sarkozy, est-ce que tu penses que Sarkozy ira véritablement au tribunal et sera condamné? Alors, est-ce qu'il sera traduit devant le tribunal? Je vois mal comment il va échapper parce qu'il y a plusieurs procédures qui le concernent. Il y en a une première dans laquelle il a été condamné et pour laquelle il a fait appel. Il est donc présumé innocent. Innocent toujours. Bon. Maintenant, que va décider le tribunal? Je ne suis pas magistrat, je n'en sais rien. Mais 10 ans, est-ce que c'est pas trop long? Les gens s'en rappellent peut-être même pas. Pour Chirac, ça a été plus de 30 ans. Hein. Bon, alors, il y a progrès. Et Chirac est mort et il n'est jamais passé au tribunal. Il a été condamné dans l'affaire, un petit versant de l'affaire des Marie de Paris, les fameux frais de bouche. Bon. Le seul qui a payé, je crois, à l'époque, c'était le... il y a eu Juppé qui a payé. Voilà, c'était le meilleur d'entre nous. Il y a Tibéri qui a payé aussi. Je crois que Juppé, il en parlait en disant le meilleur d'entre nous. Absolument. C'est lui qui a payé, il a dû s'exiler au Canada. Mais il y a une situation particulière, je pense, en France, qu'on ne retrouve pas en Espagne, qu'on ne retrouve pas en Italie, et qu'on ne retrouve pas non plus en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord. Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre. Lorsqu'un député, un parlementaire britannique, anglais, utilise de manière anormale la carte, ses frais, les sommes qu'on lui donne pour son mandat, monsieur K, non seulement il a remboursé, il a démissionné, il peut poursuivre. Hein. Oui. Et on vérifie tout le monde. En France, pendant longtemps, il n'y a eu aucune vérification, et aujourd'hui, ce sont des sondages. Autrement dit, pas vu, pas pris. Alors,
je ne veux pas dire par là que sur les 577 députés, c'est 577 voleurs. C'est pas de ça que je ne dis pas ça. Ce serait faux. Mais il y a un problème. En France, c'est vrai que lorsqu'il y a des affaires, des anomalies, ça prend beaucoup de temps pour éclater au grand jour. Et même quand ça éclate au grand jour, ça n'est pas toujours suivi des faits. Mais il y a quand même des améliorations. Enfin, je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent de l'affaire Cahuzac, qui avait dit non, les yeux dans les yeux. Voilà, je n'ai pas de compte à l'étranger. Et puis bon, finalement, ça n'était pas vrai. Bon, donc c'est malheureux qu'un personnage politique comme ça puisse mentir de manière aussi éhontée. Bon. Mais alors, est-ce qu'à la Martinique, il y a des journalistes d'investigation? Est-ce qu'à la Martinique, il y a des faits qui sont révélés comme ça? Est-ce qu'elles sont suivies des faits? Enfin, c'est difficile, nous sommes en plein pays. Je crois qu'il y a une chose, en fait, pour ma part, c'est ce que je pense depuis longtemps. Notre pays est une île, mais on a l'impression que c'est l'Australie. D'ailleurs, quand on compare la Martinique, on la compare avec le Japon. Alors, c'est des îles, le Japon. L'Australie, c'est une île. Mais nous sommes une île et une petite île. Par conséquent, tout le monde connaît tout le monde. Et donc, cette proximité a des avantages. Mais elle a aussi des inconvénients. Et cela fait partie des inconvénients. C'est extrêmement compliqué de dire certaines choses, de dévoiler certains faits dont on a connaissance, parce que faut pas raconter l'histoire, il y a toujours quelqu'un qui... Il n'y a pas qu'à fait qui série, c'est pas vrai. En bas failli. C'est pas possible. Il y a forcément... Je donne un exemple. Dans l'affaire du SMTVD, du syndicat mixte de traitement et de valorisation des ordures, des déchets, il y a un petit volet de l'affaire, enfin un petit, je ne sais pas si c'est un petit, mais il y a un volet de cette affaire qui concerne un trafic de carburant. Des camions venaient faire systématiquement le plein dans une station d'essence que je connais, dont je connais le gérant, mais dont je tairai le nom, pour ne pas le mettre en difficulté. Et ce gérant constatait que le même camion revenait plusieurs fois dans la matinée. Au moins 2 fois. Le plein de camion, m'a-t-il dit, c'est 400 litres. Comment le camion peut utiliser 400 litres de carburant, de diesel de gazoil en l'espace de 2 heures, 3 heures? Et ce gérant a été voir la gendarmerie de Saint-Joseph pour les avertir. Bon, on n'a pas parlé de ça. Je ne sais pas si c'est au stade de l'enquête, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, cet aspect de la question n'a pas encore été évoqué. Et, bon. Mais la question, si toi tu connais ce genre d'affaires, pourquoi les journalistes, il y a des gens ici à la Martinique qui sont grands journalistes, de par au moins le nom, pourquoi ils ne sont pas au courant de ce genre de choses? Pourquoi ils ne vont pas faire d'investigation? Ou est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes ou les journaux sont simplement des boîtes de communication envers certaines... Non, je pense qu'ils sont au courant, si ils sont au courant. Moi, pas qu'à chercher information qu'à trouver, moi. Alors, yo qui travaillent, yo qu'à chercher. Donc, ils devraient l'avoir. Non, c'est pas possible. Ils ont les informations. En tout cas, ils en ont beaucoup plus que moi. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est leur responsabilité. Enfin, ce métier-là est un métier qui peut comporter des risques. Alors, je ne veux pas remuer les vieilles choses, mais enfin, en 1934, il y a bien un journaliste qu'on a tué, André Aliquer. Pourquoi? Parce qu'il a révélé une affaire qui concernait Eugène Aubéry, qui était le béquet le plus en pointe à l'époque. Bon, alors, le béquet en question n'a jamais été incriminé pour ce crime. Mais bon, l'intéressé, il n'est pas mort de sa belle mort dans son lit. Il a été attaché et noyé au large de Font-Boulay. Bon. Casse-pilote, c'est ça? Oui, un casse-pilote, au large de Font-Boulay. Bon. Alors, je ne dis pas que ça peut se renouveler. Non, aujourd'hui, il y a des pistolets, des mitraillettes, ça va plus vite. C'est vrai, on peut t'empoisonner aussi. Oui. C'est plus discret. mais bon, on a une société où il y a une telle implication des gens que c'est compliqué
quand tu commences à soulever, tu tires, c'est comme une pelote de laine, hein. Tu prends un bout, tu tires, et puis bon, ça vient, et puis j'ai l'impression que plus tu tires, plus il y en a, quoi. Alors bon, il n'y a pas forcément de... Bon, les gens ne font pas ça pour toutes sortes de raisons. Alors, ils le font dans certains cas, de manière plus ou moins modérée. Bon, cela dit, il ne faut pas non plus se lancer dans des déclarations ou des affirmations alors qu'on n'a pas le début de l'ombre d'une preuve. Bien sûr. Bon, pour le SMTVD auquel je me suis intéressé, il y avait quand même un rapport de la Chambre régionale des comptes qui en parlait en long, en large et en travers. Alors bon, j'en ai parlé en long, en large et en travers, en mettant à la portée de tous le rapport de la Chambre régionale des comptes qui, bon, dont l'abord n'est pas forcément très aisé. Quand on le lit, si on ne connaît pas, ça peut être un peu compliqué. Mais bon. Mais à ton avis, comment le Martiniquais, la Martiniquaise reçoit toutes ces histoires-là? Est-ce qu'ils se disent, bon, ça c'est une bêtise qu'il a, c'est pas moi, les problèmes qu'à gérer, on va gérer les problèmes, c'est mon là. Alors, c'est compliqué. Les gens ont leurs propres difficultés, c'est vrai. On a l'impression, il y a des moments où on a l'impression que tout va bien. Alors évidemment, bon, c'est une manière, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. À Noël, au jour de l'an et au carnaval. Pas que, de n'importe quel moment, on a l'impression de... pourtant, il y a des gens qui sont en vraie difficulté, enfin quand même. C'est quoi le RSA? Le RSA, c'est un peu plus de 700 €. Le seuil de pauvreté, c'est-à-dire le montant du revenu à partir duquel on dit tu es pauvre, c'est 1020 €. Donc le RSA, c'est 57% du seuil de pauvreté. Donc au plus pauvre qui pauvre. Les gens qui sont dans cette situation-là, comment font-ils pour vivre? Ouais. Comment font-ils pour vivre? Ils ont un loyer, ils peuvent avoir des enfants, enfin bref, comment ils font? Et il y a beaucoup de gens qui vivent, qui sont toujours en difficulté, quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent. Alors, lors des campagnes électorales, moi je lis et je garde, je dis ça à ceux qui m'écoutent et à ceux qui ne m'écoutent pas, je garde les promesses. Les professions de foi. Voilà. Par exemple, lors des dernières élections territoriales, il était prévu dans le programme de la liste en tête aux élections régionales, la liste Alliance, patronnée par M. Letchimy, il était question d'un plan exceptionnel de lutte contre l'extrême précarité sociale à destination des familles monoparentales, c'est-à-dire il n'y a que la mère, de nos aînés et de nos jeunes. Où est-il? Il était prévu, dans les 2 ans, nous y sommes, juin 21, juin 2023, c'est demain, c'est le mois prochain, hein? Donc 2 ans, c'est le mois prochain. L'octroi d'une aide publique versée automatiquement aux personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. Autrement dit, si tu as moins de 1020 €, de 1102 €, pardon, par mois, si tu as moins, tu as que le RSA, il n'y a qu'à compléter. C'était prévu dans les 2 ans. Alors les 2 ans finissent le mois prochain, on va voir. Allons voir si ça se fait. Alors, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Peut-être. Mais moi, ce que j'observe, pour m'intéresser à la vie politique, on va dire depuis au moins 55 ans, au moins, j'en ai 67. Bon, c'est que, pour moi, en Martinique, plus personne ne croit en un projet collectif. Et c'est ça qui pose problème. Chacun essaie de se débrouiller. Chacun essaie, chaque bête a fait qu'à créer pour l'emmener. Alors chaque monde a fait qu'on y paye. Mais il n'y a plus, en tout cas je ne ressens plus, et notamment chez les jeunes générations, c'est absolument épouvantable, de projets collectifs, de projets communs. Et ça ne prépare pas l'avenir. Alors, est-ce que les collectivités, quelles qu'elles soient, ne sont pas faites d'une façon qui
Il n'y a pas un véritable contrôle du pouvoir qui pourrait peut-être freiner certaines choses. Hein. Moi, je pense à l'école de la Dominique à l'époque de M. Marie-Jeanne. Comment ça a pu se produire? Comment un tel truc a pu se produire? C'était pas de l'argent qu'il a pris pour mettre dans sa poche. C'était une œuvre pour aider les frères dominicains. Mais comment l'organisation de la CTM, à l'époque c'était la région, a pu permettre une telle chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tous ces trucs-là? Il y a un Français qui s'appelle Montesquieu. C'est un auteur français, un philosophe, qui a dit ceci dans un ouvrage qu'on appelle L'Esprit des lois. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la libre disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a du pouvoir, il faut du contre-pouvoir. Parce qu'il n'y a que le pouvoir qui peut arrêter le pouvoir. Or, que voit-on? Où sont les contre-pouvoirs? Il n'y en a pas. La presse pourrait être ce fameux quatrième pouvoir qu'on a théorisé. L'est-elle vraiment? Nous avons de moins en moins de journaux locaux. La presse écrite est en difficulté. La presse, ce qui reste, ce sont essentiellement les chaînes comme Zouk Télévision. Bon. À l'intérieur de la CTM, par exemple, depuis la nouvelle mandature, moi j'observe, alors on peut trouver ça très bien, chacun est libre de son opinion, que le président du conseil exécutif occupe tout l'espace. Même les membres du conseil exécutif qui sont avec lui sont à la portion congrue. Allez voir ceux de l'Assemblée territoriale. Or, la CTM, c'est pas ça. La CTM, c'est une assemblée territoriale et un président, d'un côté, et puis un conseil exécutif. Alors, il exécute quoi? Les décisions de l'assemblée territoriale. Donc, un conseil exécutif et son président de l'autre. Et celui qui exécute rend compte à celui qui a décidé. Le président Jacques Chirac, en son temps, pour parler de Sarkozy, qu'est-ce qu'il avait dit? Je décide, il exécute. Il avait employé ce terme-là. Je décide, il exécute. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Mais même en restant en France, on voit avec Macron que Macron veut diriger tout ça. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. De ce côté-là, on peut penser que le président du Conseil exécutif de Martinique est une parfaite copie de M. Macron, de ce point de vue-là. Mais oui, mais alors, tu parlais de contre-pouvoir. En France, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, mais bon, il y a l'Assemblée nationale, on va dire. Alors, le président, il se trouve que la 5e République a mis des instruments pour... L'ordre du jour de l'Assemblée nationale, elle n'en est pas maître. Ce ne sont pas les députés qui décident de ce dont ils vont discuter. C'est le gouvernement qui décide. Okay. Le gouvernement peut demander un second vote, ça s'est produit. Il a eu un vote, il n'est pas été d'accord, il dit vieux commencer. Il n'est pas bon. Vieux point. Bon, c'est quand même... Enfin, c'est assez curieux comme machin. Enfin, c'est comme ça que les institutions sont en France. Mais moi, je trouve que nous aurions pu faire quelques efforts en Martinique. Parce qu'il y a des moments, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Alors, par exemple, parce que j'aime bien donner des exemples, il y a un rond-point, le rond-point de Mogovulcin. Alors, bon, ce rond-point a été fait à un c'est moment... quelle commune pour que les gens sachent? Mogovulcin, c'est au Lamentin. Voilà. Ce rond-point permet de prendre la route du Vieux-Pré, de passer à l'hôpital de Mogovulcin, et sur cette route du Vieux-Pré, ça s'est considérablement développé. Il y a des lotissements, il y a des HLM, ça mène au Vieux-Pré. Vieux-Pré, puis Gaumont, etc. Et ce rond-point est en cours.
il est manifestement pas suffisant pour permettre d'écouler le flux de véhicules sortant de tout le nord Atlantique et du François. Oui. Et du François. Bon. Il y a un projet d'échangeur. Près de la Boissy-Lorraine. Non, je parle du rond-point de Mogovulsen. D'accord. Il y a un projet d'échangeur. Où est-il? Quand va-t-il être fait? C'est un projet qui date de la mandature précédente. C'est pour quand? Je donne un deuxième exemple. Moi, j'aime bien me promener. Je prends ma voiture et puis je roule. Je ne sais pas où je vais. Je peux aller au Pêcheur, je peux aller à Lens-Couleuvre, je peux aller à Grand-Rivière. Dès que je vois une petite route, je la prends. Et qu'est-ce que je constate? Je ne suis pas le seul d'ailleurs. C'est que nos communes n'ont pas la capacité pour entretenir le réseau routier communal. Or, le réseau routier communal, c'est le plus important. C'est le plus important. En termes de kilomètres. Or, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons quitté écrasé ou nous avons fait quelque chose? Bon. Quand tu payes, l'entretien des routes est financé par la taxe sur les carburants, que tout le monde paye quand il achète un litre d'essence, de gazoil, de pétrole, peu importe. À l'époque, c'était le FIO mis en place par Michel Ronald. Voilà. Bon. Eh bien, quand tu payes ton essence, c'est pas ton problème de savoir combien va à la CTM, combien va à la commune. On a un petit pays, 1000 km², on a besoin de 35 collectivités pour s'occuper des routes, c'est ça? 35. Les 34 communes plus la CTM. Nous bien d'accord, 34 plus 1 qui a fait 35. Ouais. Nos élus ne voient pas que c'est trop. Pourquoi ne pas confier l'ensemble du réseau routier, qu'il soit communal ou non, donc départemental c'est déjà fait et national c'est déjà fait, à une seule collectivité, par exemple la CTM. Pourquoi ne pas le faire? Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait une loi, mais les collectivités peuvent convenir entre elles. C'est pas interdit ça, de se mettre d'accord pour faire quelque chose. La loi contraint, mais on peut volontairement décider, bon ben voilà, nous allons procéder différemment. Nous allons faire comme ceci et comme cela. Et je te donne un exemple. À l'époque, il y a 30 ans de ça, dans un lycée du Lamentin, le lycée Petit Manoir et le collège qui est à côté, il y avait un mur. Il y avait un mur, un mur anti-bruit, parce que les élèves étaient dérangés. Bon, mais c'est une cité scolaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a passé une convention avec le Conseil général pour lui demander de réaliser, avec ses services techniques, le mur en question. Il debout, il n'a pas allé, ouais. Et à l'époque, le Conseil général était dirigé par Émile Maurice. Et la région était dirigée par Camille Dancière. On ne peut même pas dire qu'ils avaient la même couleur politique. Droite et PPM. Alors, ça peut se faire. Mais Ouais. apparemment, c'est compliqué. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez vu à quoi ça sert un édito. Et chaque semaine, Carl Paolo nous propose cet édito que je vous recommande. Parce que c'est vrai que je vous dis, en termes d'enquête, mais enfin bon, c'est pas une enquête que tu mènes, ce sont des choses que tout le monde voit. Oui. Une route défoncée, tout le monde voit qu'elle est Mais défoncée. il y a un on voit proverbe, hein. Il n'y a pire aveugle celui qui ne veut pas voir. Moi, vous savez, il faut que les téléspectatrices et téléspectateurs se rendent compte qu'il n'y a pas mieux que soit assez noces. Ouais. Alors moi j'entends, parce que pour préparer mon édito, j'écoute avec beaucoup d'attention, quelquefois en différé, les micros, les coups de gueule qui sont faits dans les radios, RCI, bon, RFO. RCI, etc. Moi quand écouter ça, les gens disent un certain nombre de choses. C'est Yogadia, c'est pas invention, c'est ce qu'ils ressentent. Oui. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais Yoka dit ça, il a raison. Bon. Donc les gens ne sont pas satisfaits. Ils sont pas contents et ils l'expriment. Ouais. Alors,
pour que cette expression ne soit pas simplement un coup de gueule, et pour que ça serve à quelque chose, il faut que les Martiniquais s'occupent de leurs affaires et regardent ce qu'on fait en leur nom. Parce qu'après tout, l'argent qui est dépensé par la CTM, 1750 millions en 2023, c'est le nôtre. Hein? C'est pour ça que ce sont les élus qui nous rendent compte. Et ce n'est pas nous qui rendons compte aux élus. Bien. Belle chute. Merci beaucoup, Carl. Merci. Et puis, ne loupez pas l'édito de Carl ce week-end sur Zouk Télévision. Il y a plusieurs rediffusions dans la semaine et Manuela va nous faire un joli scriptel pour rappeler les heures de diffusion ce week-end, que vous puissiez découvrir l'édito. Si jamais vous l'avez loupé, on est au numéro 4 déjà. Au numéro 4. Numéro 4. Merci, bon week-end à toi. Bon week-end à vous. Passez un excellent week-end. Allez vous baigner à la mer, ça fait du bien, paraît-il, pour les genoux, surtout lorsqu'on souffre avec problème de genoux. Enfin, merci beaucoup à tous et à bientôt.